délocaliser son entreprise à l'étranger, ce n'est plus à l'ordre du jour. Tout d'abord, pourquoi ? Faire baisser la masse salariale de cette façon n'est plus une certitude de succès, du fait de l'égalisation des niveaux de salaire dans les secteurs industriels et tertiaires. À force de délocaliser au fil des années, ce sont des entreprises, puis des groupes concurrents, puis des secteurs entiers de l'économie qui ont délocalisé à l'étranger. Nous en sommes à un point où les coûts et les bénéfices ne sont plus les mêmes, où les plateaux de la balance se rééquilibrent. On relocalise même, certes pas dans les mêmes proportions que précédemment. Aujourd'hui, la qualité, la compétence ont un coût, objet de concurrence mondiale. Alors, délocalisation, vous dites ? Oui, enfin, délocalisation implique suppression d'emplois, mais hausse immédiate aussi, à court terme, de la valeur de l'action de l'entreprise. Délocalisation implique aussi désertification des régions touchées. La ville fantôme de Détroit et les déserts industriels que nous connaissons en Europe de l'Ouest en sont un exemple. Délocalisation, ça implique aussi paupérisation. Ici, les chômeurs, et là-bas, des serfs payés à $1 par jour. C'est une caricature, mais c'est ressenti comme tel. Que ce soit Renault ou Majorette, Goodyear, Continental, la liste est longue et à chaque fois des drames sociaux. Toutes ces entreprises, tous ces groupes ont fait des délocalisations et certaines régions ne s'en remettent toujours pas. Alors, la délocalisation apparaît comme une course effrénée à la rentabilité au détriment du capital humain et matériel de l'entreprise. Alors, les gouvernements, les organismes patronaux, les institutions internationales nous disent que tout cela est fini, que nous ne sommes plus au XIXe siècle, qu'il faut être moderne et constructif. La responsabilité sociale et environnementale est à des degrés divers à invoquer, comme la bonne gouvernance. Eh bien d'accord. Je vous prends au mot et je vous dis oui. La responsabilité sociale et environnementale, oui à la volonté d'agir pour un développement durable de l'entreprise, oui à des relations sociales et bénéfiques pour tous. Mais tout cela, mon ami, comment ? J'en viens à l'idée saugrenue qu'ont eu certains, qui est de ne plus délocaliser, mais coopérer. Examinons plusieurs exemples de comment. Premier exemple, face à la concurrence du secteur automobile, la société Smart a récemment obtenu un accord avec les employés et leurs organisations syndicales, qui est un exemple de la nécessaire co-construction et de l'échange entre la direction et les collaborateurs pour éviter une délocalisation et un drame social et la fermeture, que serait la fermeture de l'usine. Ceci ne pouvant se faire sans les orientations et les choix collectivement consentis. À une autre échelle, après la crise de 2008, les entreprises, les syndicats, les gouvernements sont mis autour de la table et ont pris une partie de ne pas subir les délocalisations et de mettre en œuvre des accords dans les branches et à tous les niveaux afin de reconvertir et redonner valeur, compétences et compétitivité à leur économie et à leur industrie, permettant au maximum de garder l'emploi au Danemark. Un dernier exemple plus extrême est celui des employés de Fralib, société fabricante de thé de marque Lipton et Elephant bien connue. Après un long bras de fer, grève, occupation d'usine, avec la multinationale Unilever qui voulait fermer l'usine et délocaliser en Asie. Les employés ont changé la donne. Ils ont décidé de se constituer en scope après maintes tergiversations juridiques, ont passé des partenariats avec les coopératives du Vietnam, ont créé une ligne de produits référencés par les groupes Super U et Auchan, et vendent même leur thé sur Internet. En 2016, ils commencent à recruter à nouveau pour agrandir leur activité. La différence, il n'y a pas d'actionnaires, que des employés qui décident collectivement de l'utilisation des bénéfices pour investir dans les salaires, les moyens de production, la commercialisation des produits. Plusieurs employés se proposent de racheter ou de recréer des structures équivalentes. On pense notamment à ce qui a été tenté sur les ferries SNCF. Dans d'autres entreprises qui connaissent la même situation, les tentatives sont vouées à l'échec. Les tribunaux, les gouvernements s'y opposent. Alors une question que se posent les employés, ne serions-nous pas à même de définir le propre avenir de l'entreprise sans la tutelle d'actionnaires ou d'une direction éclairée par la connaissance ? Une utopie, vous dites ? Certes, mais l'existence de cette utopie serait surtout la fin d'une organisation appuyée par certains gouvernements
pour maintenir ses actionnaires et leurs dividendes. Dans un groupe qui délocalise à l'étranger, cela est ressenti comme dans un film policier. Posez-vous la question, à qui profite le crime, et vous connaîtrez le nom du coupable. Au travers de ces 3 exemples, il se dégage qu'avant de prendre une telle décision, prenez bien l'ensemble des avis et des informations des personnes directement concernées, les collaborateurs de l'entreprise. Pour un tel changement, cela est indispensable car sinon les coûts économiques et sociaux seront colossaux et une situation de blocage sera malheureusement inévitable. L'issue ne pourra se trouver que dans une volonté commune, à l'image de ce qui a été fait à l'échelle du Danemark, à tous les niveaux, cette volonté de branche d'activité à niveau international, d'appliquer des normes sociales et environnementales qui permettront à chaque entreprise ou structure de déterminer une stratégie de développement dans l'intérêt de toutes ses composantes. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour des questions ou des précisions.